Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de KU News, votre émission d'actualité bimensuelle du monde de l'escalade. Et cette semaine, vous le voyez, je ne suis pas chez moi, donc on aura une petite facecam de fortune. Pour le reste, par contre, ne vous inquiétez pas, l'épisode ne change pas, on a toujours des news, un humour qui laisse à désirer, et surtout, cette semaine, on va parler de deux nouvelles reines du Yosemite, entre autres grosses performances de nos Français en Coupe du Monde. Bref, je vous laisse découvrir tout ça, on est parti. News numéro 1, je ne crois pas vous avoir déjà parlé de Laura Pinault, et vous me direz Laura Pinault ne vous a sûrement jamais parlé de moi non plus, on est d'accord. Ceci étant, cette grimpeuse française de 25 ans est nommée Mademoiselle Fissure sur Insta, ce qui induit directement un instinct de survie peu développé, est une grimpeuse qui fait dernièrement pas mal parler d'elle. Ayant grandi à Toulon dans le sud de la France, elle découvre l'escalade à 17 ans avant de lui rouler dessus, avec comme principale réalisation des voies en deepwater solo extrême près de Toulon, la mythique voie de trave Gridspeed 8B/+ en Italie, ou encore la grande voie Freeride 7C+, sur El Cap dans le Yosemite. Elle s'avance alors vite comme l'une de ces grimpeuses mi-humaines, mi-coinceurs pour qui l'escalade est une exploration du monde avant tout. Et justement, en ce moment, peut-être plus que d'habitude, Laura fait des trucs, mais genre beaucoup de trucs. Alors moi, quand je dis à ma copine que je fais des trucs, c'est que je joue à Pokémon sur mon téléphone. Laura, si elle vous dit qu'elle fait des trucs, méfiez-vous, car c'est probablement qu'elle essaye de grimper toutes les parois du Yosemite, et le plus vite possible, voilà, comme ça, pour le fun. Une mission qu'elle se sera donnée avec sa partenaire Kate Kellegan, 32 ans, grimpeuse américaine au nom beaucoup trop stylé pour ne pas faire partie d'un casting de cinéma, et déjà bien connue pour ses performances de grimpeuse de vitesse dans le Yosemite. Après une première rencontre et une ascension ensemble des voies The Rostrum and The Alien à l'automne dernier, les deux grimpeuses auront brisé le 28 mars dernier un premier record dans la vallée, celui de la voie The Naked Edge 6C+, 150 mètres avec un temps de 37 minutes et 8 secondes, battant l'ancien record de 32 secondes. Mais surtout le 8 juin dernier, elles seront devenues ensemble les premières femmes à réaliser la mythique Triple Crown ou triple couronne du Yosemite, un enchaînement des 3 big walls les plus impressionnants de la vallée, à savoir le mont Watkins par la face sud, El Capitan par la voie The Nose et le Half Dome par la voie nord-ouest régulière. Un exploit déjà monumental alors qu'il s'agit là de réaliser au total 71 longueurs pour 2200 mètres d'escalade et environ 30 km de marche, sans compter la difficulté des différentes voies. Mais surtout, le défi implicite de la Triple Crown, c'est de la réaliser en moins de 24 heures, ce qu'auront également réussi Laura et Kate, la répétant en 23 heures et 36 minutes au bout d'un périple dantesque, comme quoi à force d'aller toujours plus vite, on finit souvent par durer dans l'histoire. News numéro 2, il y a un an, le 24 juin dernier, on apprenait la sélection officielle de l'escalade aux Jeux Paralympiques de Los Angeles 2028. Une formidable nouvelle qui induisait pourtant un futur problème, le choix des catégories représentées. Car en effet, avec pas moins de 10 catégories par genre reconnues par l'IFSC selon le type et le degré de handicap, on se doutait bien que l'IPC, le Comité international paralympique, ne ravirait pas tout le monde. Et bien justement, le 3 juin dernier est sortie la liste des médailles attribuées pour chaque sport, et sans grande surprise, certains athlètes seront laissés sur le carreau, alors que l'escalade ne recevra que 4 médailles par genre. Parmi celles-ci seront présentes les catégories déficient visuel 1 chez les hommes et déficient visuel 2 chez les femmes. On retrouvera également les catégories déficient membre supérieur 2 et déficient membre inférieur 2 chez les hommes et chez les femmes, tout comme les forces et amplitudes limitées 1 à la fois chez les hommes et chez les femmes également. Une quantité honorable qui laissera tout de même planer plusieurs interrogations quant à leur choix. À ce propos, l'IFSC aura communiqué aux médias Climbing Magazine qu'ils se seront notamment basés sur le nombre d'inscrits dans chaque catégorie lors des rendez-vous internationaux, qui pour certaines catégories était simplement trop bas pour prétendre à une épreuve olympique. De leur côté, de nombreux athlètes spéculent sur un boycott des catégories 3, soit celles souffrant d'un handicap moins prononcé, pour mettre en avant des handicaps plus visuels. En tout cas, notre équipe de France, elle, s'en tire plutôt bien, avec tous ses champions principaux qui seront présents, comme Thierry Delarue ou Lucie Jarige dans les catégories AL2, mais aussi Solène Piret en catégorie AU2 ou encore Aloïs Potier en RP1. Côté étranger, par contre, on déplorera l'absence de certains grands noms, et notamment l'Autrichien Angelino Zeller, classifié AL1 et véritable star du circuit, qui ne sera donc pas présent à LA 2028. News numéro 3, et je vous propose maintenant votre chronique Coupe du Monde, avec la 3e étape de vitesse qui se déroulait à Denver aux États-Unis, puis les 4e et 5e étapes de bloc à Prague en République tchèque et à Berne en Suisse. Des Coupes du Monde d'abord marquées par des annulations, alors qu'en vitesse à Denver le week-end du 31 mai dernier, la pluie aura surprise l'organisation pendant les phases finales, annulant donc le round et reportant le classement final à celui des qualifications,
compétition. À ce jeu-là et en l'absence de la polonaise Aleksandra Miroslav, chez les femmes c'est l'américaine Emma Hunt qui l'emporte devant son public à 6,36. Elle est accompagnée sur le podium par la polonaise Natalia Kaluszka et la chinoise Li Juan Deng. Chez les hommes c'est l'indonésien Kiromal Katibin qui profitera de la situation avec un chrono de 4,83 devant l'américain Zach Hammer pour son premier podium et un temps de 4,88, un centième devant le recordman du monde actuel, l'autre américain Samuel Watson qui terminera 3ème. Et dès la semaine suivante, à Prague avait donc lieu la 4ème étape de bloc, une étape charnière pour le circuit masculin, alors que c'est Mejdi Schalke, le français, qui ne fera qu'une bouchée de ses concurrents en finale, remportant sa 4ème étape de Coupe du Monde sur le circuit et sa première cette année. 4 tops pour terrasser le japonais Sorato Enraku, 2ème et grandissime favori du circuit depuis le début de sa saison, ce qui ne l'empêchera pas de décrire la compétition comme sa préférée de la saison. Et je vous avoue que si au début ça m'a fait sourire, eh bien je me dis que quand on se permet de préférer une compétition où on a perdu, c'est assez terrifiant. Enfin une victoire française resplendissante et même double puisqu'on retrouvait sur la 3ème marche du podium Sam Richard, le jeune français de 17 ans, pour sa première finale de Coupe du Monde. Chapeau. Chez les femmes, la compétition prenait des airs légèrement différents alors qu'encore une fois, le mauvais temps aura empêché le déroulement de l'événement jusqu'au bout, en cause une tempête qui aura fragilisé la structure du toit, impliquant l'annulation de la finale femme et reportant le classement sur celui des demi. D'ailleurs, je ne vais pas trop revenir sur l'annulation à répétition de ces épreuves. À ce sujet, j'ai déjà eu la chance de pouvoir poser quelques questions directement à Émilie Gueux, déléguée officielle de l'IFSC et qui gère énormément l'organisation de compétitions au niveau international. Elle m'a expliqué des choses hyper intéressantes à ce sujet et vous pouvez retrouver tout ça dans un short que j'ai publié sur YouTube ou sur mon compte Instagram, le lien est en description. Bref, un fait de jeu qui sourira au final à la française Oriane Berton, impériale en demi-finale et seule grimpeuse avec 3 tops pour sa 2ème victoire en Coupe du Monde après sa première déjà à Prague en 2023. Un joli clin d'œil alors que 2 semaines plus tôt, à Salt Lake, la française ratait de peu le podium justement à cause de son classement en demi-finale. Juste derrière elle, on retrouvait une autre française, Agathe Callier, pour sa 2ème finale de Coupe du Monde et sa première médaille, imitant donc son coéquipier et partenaire de club Sam Richard à Mineral Spirit à Valence, alors qu'en 3ème position, la japonaise Melody Sekikawa complète le podium. Enfin, la dernière étape de ces 3 semaines intenses se déroulait à Berne en Suisse. Là-bas, avec déjà 3 finales cette année, le chinois Yufei Pan convertira enfin sa percée au plus haut niveau, avec une victoire tout de même assez surprise face aux autres cadors du circuit. Juste derrière lui, Mejdi Schalke ratera le doublé d'un souffle pour 2 petits essais, mais ramènera tout de même une nouvelle médaille d'argent à son palmarès après 2 formidables semaines, et terminant encore une fois devant le japonais Sorato Enraku, 3ème et cette fois-ci un peu moins heureux qu'après sa défaite à Prague. Oui, c'est très fluctuant, Sorato. Pendant ce temps chez les femmes, alors qu'Oriane Berton manquait sa première finale de la saison pour quelques petits points en demi, Zelia Havzu défendait les couleurs tricolores en finale. Malheureusement ça ne suffira pas pour elle qui terminera tout de même à une belle 4ème place. Sur le podium c'est la britannique Erin McNeice qui domine l'étape en taille patron avec 4 tops pour sa 5ème médaille de la saison, sa 3ème en or mais surtout sa première en or en bloc. Elle devance l'américaine Annie Sanders 2ème et la japonaise Mio Nonaka 3ème, toutes les deux avec 3 tops. Maintenant en direction Innsbruck pour déjà la dernière épreuve de bloc de la saison et la 4ème de difficulté, mais aussi la 2ème étape de para-escalade qui se dérouleront donc toutes du 23 au 29 juin prochain. News numéro 4, aujourd'hui on a déjà parlé de la vallée du Yosemite pour une performance, mais en plus d'être le théâtre des plus grands exploits sportifs au monde, le Yosemite c'est aussi le bastion d'une culture rebelle, un refuge où le refus de l'oppression aura porté des dizaines de générations de grimpeurs vers les sommets. C'est donc en toute logique qu'El Capitan, sa falaise la plus prestigieuse, perpétue cet héritage en offrant régulièrement sa grandeur aux esprits engagés pour leur permettre de porter haut et fort le message de causes aussi diverses que variées. On peut citer par exemple en mai 2022 le geste des grimpeurs et grimpeuses Seb Bert et Solin Kenzel, déployant alors une banderole incitant à lutter contre le réchauffement climatique. En juin 2024, c'était une autre grimpeuse militante, Miranda Oakley, qui initiait un mouvement similaire, cette fois-ci en soutien à la Palestine avec le slogan Stop the Genocide, un geste suivi en février 2025 par une nouvelle initiative d'une équipe d'anciens employés du parc dénonçant cette fois-ci les mesures de coupe budgétaire orchestrées par l'État à l'égard des parcs nationaux avec un drapeau américain à l'envers. Enfin, pas plus tard qu'en mai dernier, c'est cette fois-ci de couleur vive que se paraît El Capitan pour envoyer un message de soutien et de tolérance envers les grimpeurs transgenres du monde entier. Et bien apparemment, certaines personnes, probablement protecteurs du droit du travail américain, en ont eu un peu marre de voir El Cap accueillir autant d'expositions artistiques non rémunérées et depuis le 20 mai 2025, il est maintenant formellement
interdit d'accrocher des drapeaux ou banderoles de plus d'1,4 m² sur les falaises classées sauvages du parc, ce qui inclut évidemment El Capitan. Alors officiellement, cette interdiction apparaît pour préserver la pureté sauvage des lieux, respecter le Wilderness Act de 1964 et éviter les risques liés aux drapeaux flottants, fléau écologique millénaire bien connu menaçant l'équilibre des parcs et probablement du monde entier. Un camouflage, vous l'aurez compris, assez évident pour éviter au gouvernement de s'embêter avec la prise de parole d'une opposition d'idées quelconque, et que l'on soit d'accord ou non avec les idéaux évoqués plus tôt, cela constitue une terrible atteinte à la liberté. Déjà parce qu'à titre personnel, cela annihile tous mes plans de déployer un jour un drapeau de 50 m² d'une texture rocher pris sur une banque d'images libres de droit pour la simple gloire du rire du vrai, mais surtout parce que cela remet en cause le principe même de propriété des terres, gouvernées au final par l'État mais vécues par les grimpeurs, et relance l'éternel débat: imposer une neutralité politique, est-ce vraiment neutre ou complètement en faveur des détenteurs du pouvoir? Vous avez 4 heures, mais on sort un peu de l'escalade, donc je ne vais pas m'attarder plus longtemps là-dessus, et si l'administration craint vraiment de voir une structure granitique millénaire s'effondrer sous le poids des idéaux, on les rassure, ça n'arrivera pas. Par contre, pas sûr que l'interdiction, elle, soit assez solide. Et dans le reste des news, on avait déjà parlé il y a longtemps d'un nouveau circuit un peu particulier à Fontainebleau, créé par le légendaire grimpeur pieds nus Charles Albert sur le secteur de Cuvier-Rempart. Un circuit qui avait pour originalité de relier tous ces cailloux sans toucher le sol, une variante de circuit classique qui se mixe parfaitement avec une autre discipline, le parcours, un mode de déplacement urbain ultra acrobatique. Et justement, Charles aura eu la chance de rencontrer l'équipe de la chaîne YouTube Storor, une chaîne YouTube britannique ultra connue avec pas moins de 10 millions d'abonnés et focalisée sur le parcours. Ensemble, ils auront donc testé son nouveau circuit et notamment ses sauts les plus difficiles, et si vous étiez curieux de voir à quel point cela allait être dur, eh bien vous allez être servi. Entre coordination et saut engagé, la vidéo est hyper originale pour le monde de l'escalade et dévoile un peu plus le circuit de Charles Albert réparti en 17 parties distinctes. Bref, je vous encourage fortement à aller le voir, alors n'hésitez pas, le lien est en description. 6,64, c'est le nouveau temps du record de France de vitesse après que Capucine Viglione l'ait battu une nouvelle fois en remportant au passage la Coupe d'Europe de Zakopane en Pologne. Une amélioration de 4 dixièmes pour la Française qui n'en finit plus d'améliorer le record national depuis l'année dernière. Ah, et puisqu'on parle de vitesse, vous prenez 6,64, vous enlevez 2 secondes et 5 centièmes et vous obtiendrez le nouveau record personnel de l'américain Samuel Watson à l'entraînement, soit 4,59. Un temps sous le record du monde officiel de Samuel à 4,64, mais qui ne sera évidemment pas comptabilisé avant qu'un américain ne le reproduise en compétition, peut-être qui sait cette année. Et toujours dans le reste des news, il y a quelques semaines, le Tchèque Adam Ondra aura réalisé la sacrée performance de flasher la voie Lexicon côté E11 et située au Royaume-Uni. Alors E11, je vous le rappelle, c'est une cotation propre au système des E-grades anglais, très utilisé pour l'escalade traditionnelle, donc sur coinceur plutôt que sur Python. Globalement, c'est assez difficile à traduire en cotation française, car cela englobe aussi l'engagement, ou encore le côté aléatoire d'un mouvement, mais dans le cas de Lexicon, la voie est souvent comparée à une difficulté équivalent 8B+, ou 8C. A priori, rien de mythique me direz-vous, et pourtant, si cette voie est aussi connue, c'est qu'il peut s'y passer ça. Ça, c'est une chute de Steve McClure, l'un des plus grands grimpeurs de trad au monde et qui montre l'engagement de la voie dans ses derniers mouvements, situé 7 mètres au-dessus du dernier point de protection, auquel on ajoutera encore un peu de mou plus l'élasticité de la corde pour une chute potentielle de 20 mètres. Autant vous dire que pour l'enchaîner, une résilience mentale exceptionnelle est aussi importante que les capacités techniques, et ce surtout lorsqu'on réalise l'enchaînement sans travailler le passage clé avant. C'est donc une nouvelle performance incroyable de la part du Tchèque qui, comme souvent, aura fait paraître l'impossible facile et qui le montrera bientôt en vidéo sur sa chaîne YouTube. Et voilà, c'est tout pour les news, et maintenant on passe aux croix de la semaine. Et on commence par une double ascension à vue de la meilleure compétitrice au monde, la Slovène Janja Garnbret, avec la deuxième longueur de Osapska Pojacht 8C et Working Class Hero 8B+, sur les sites de Osp et Mijapek en Slovénie. Encore une performance XXL de la part de la Slovène, alors qu'il s'agit là de ses 5e et 6e voies à vue dans le 8C, en sachant que Working Class Hero aura été proposé à la hausse suite à la casse d'une prise. Pour la suite de sa carrière en extérieur, ses ambitions sont connues et la Slovène va maintenant se dédier entièrement à son projet principal bibliographie, Aceus, en attendant de participer à la Coupe du Monde d'Innsbruck, l'un de ses 3 rendez-vous compétitifs de la saison.
Et on se dirige maintenant en Croatie pour la libération de Vidra Lavida 9B/+ par Seb Boin sur le site de Hvar. Et ça y est, on savait le falaisiste français en voyage en Croatie depuis quelques temps maintenant, et bien entre d'autres projets plus modestes comme The Whitesnake 9A ou encore Gaspar Show 8C+, Seb travaillait surtout un projet d'ampleur avec une première longueur en 9A et un crux en 360 valant 8 à bloc à lui seul. Après cela, il ne restait seulement qu'un passage en 8B+/C pour terminer la voie, chose bien plus dure qu'il n'en a l'air puisque Seb tombera à plusieurs reprises dans les tout derniers mouvements et même dans le bac final. Enfin, il libère là la voie la plus difficile de Croatie après celle d'Albanie, du Portugal, des États-Unis, de France ou encore de Chine. Bref, comme une spécialité dans le niveau extrême, peu importe l'endroit. Et on continue avec un autre Français en forme en ce moment. Jules Marchaland continue les marchalandries en enchaînant la voie pornographie 9A à Séuse, mais aussi avec l'ascension flash de Produits de la Somme 8C dans le Briançonnais. Un premier flash dans la cotation pour Jules qui semble avoir un sacré penchant pour les ascensions éclairs après ses réalisations de Beyond Intégral en 2 essais ou encore pornographie en 4 sessions, même si pour celle-là, Jules pensait en finir beaucoup plus rapidement. Une voie sur laquelle il aura jeté son dévolu pour faire une pause sur son gros projet actuel, la voie Rastaman Vibration 9B ouvert par l'allemand Alex Megos il y a 2 ans déjà et pour laquelle Jules manque encore un peu d'endurance. Pour l'instant, il se contentera donc de ces 2 belles ascensions en attendant les prochaines Coupes du Monde de difficulté cet été. Et on continue avec Alizé Dufresne qui enchaîne le bloc Highlander 8B+, sur le site du Sustain Pass en Suisse, un bloc symbolique pour elle puisqu'il s'agit là de son premier dans la cotation à 37 ans et après 9 ascensions en 8B, un process assez rare pour être souligné qu'elle aura suivi seule du début à la fin pour une ascension qui vient également fêter un autre heureux événement, la fin de son doctorat en sciences sportives avec pour sujet comment les grimpeurs intègrent-ils les pratiques sportives et professionnelles dans le contexte changeant de leur sport et de leur profession ainsi que l'impact du genre dans ces processus, ce qui, selon mes maigres connaissances sur le sujet, doit bien coter 8C+, dans le domaine scientifique. Et dans la famille des fortes bloqueuses françaises, je demande Marine Thévenet et son enchaînement de la Cantole 8B+, sur le site de Pralong en Suisse, une ascension éclair qui n'aura demandé à la grimpeuse qu'une après-midi et encore. Arrivé aux alentours de 4 heures sur le site, il lui aura fallu 2h30 pour trouver sa méthode et notamment un jump plutôt que l'utilisation d'une prise de pied droit un peu loin pour elle. Résultat, l'enchaînement du bloc et une soirée pizza bien méritée. Et décidément, quand les températures montent, la Suisse devient the place to grimpe et ça se voit dans les croix avec maintenant l'enchaînement de Hazel Grace Seat Start 8C/+ par Stefano Carnati sur le site du Gotthard Pass. L'Italien de 27 ans réalise là son 7e bloc avec une cotation que l'on qualifiera sûrement plus de 8C, même si le consensus des grimpeurs l'ayant enchaîné la place dans la partie très haute de la cotation. Une ligne qui lui aura demandé un alignement des conditions météo très changeant sur le site et un petit vent frais qui lui aura finalement permis d'enchaîner. Au total, son travail du départ à 6 sera étalé sur 3 ans, depuis son ascension du départ debout en 2022, une patience bien récompensée. Et direction les États-Unis sur le site de Wolf Point pour l'enchaînement de Hard Twisted 9A+ par Jonathan Sigrist, une nouvelle croix pour le récidiviste américain de 39 ans qui compte désormais plus de, tenez-vous bien, 87 voix dans le 9e degré, de quoi donner le tournis, surtout lorsque l'on sait que sa dernière année était l'une des plus remplies de sa carrière avec un 9B et 2 9A+ sur les 12 derniers mois. Et enfin on termine par un peu plus de blocs suisses sur le site de Magic Wood avec l'enchaînement de Brainrot 8C+ par Tamas Zupan, un bloc libéré il y a peu par l'écossais Will Bosey lui-même et donc déjà réenchaîné par le grimpeur hongrois de 37 ans. D'ailleurs ce n'est pas vraiment un hasard puisqu'avec 3 mouvements très difficiles sur réglette, le bloc entrait parfaitement dans le style de Tamas. Celui-ci s'était même entraîné pendant toute la première moitié de l'année avec notamment 500 tractions par jour pendant un mois sur des réglettes de 12 mm, de quoi rappeler un certain One Punch Man mais avec les phalanges. Ceci dit, vous savez maintenant ce qu'il vous faut faire pour enchaîner du 8C+ réglette. Et voilà, cet épisode est maintenant terminé. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez un organe, n'hésitez pas à laisser un j'aime pour nous soutenir, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, allez nous soutenir sur notre page Tipeee, le lien est en description. Et moi, je vous dis à la prochaine. Tchuss!